We now go to the second block of the third part of the day, and we're going to have a couple of fantastic innovation projects, entrepreneurial, intrapreneurial, and organizations who support entrepreneurs to be presented. It will be in English et en français. That's my biggest challenge today. Et on va commencer avec un bel exemple local de transformation institutionnelle qui va être présenté par le vice-recteur en charge de la transition écologique de l'UNIL et de la stratégie CAP 2037. Donc on a vraiment un exemple qui se passe juste à côté, une transformation d'une institution, et j'invite Benoît Frein en scène. The floor is yours. Thank you. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à IFORES pour l'invitation. Frédéric Hermont, le recteur de l'UNIL, a tout à l'heure fait un petit teasing de ce que je vais vous présenter maintenant. Nous essayons de mettre sur le terrain, directement sur notre campus, ce que les résultats des recherches de nos laboratoires suggèrent. En matière de transition écologique, nous sommes nombreux à faire ce que nous pouvons. Et à l'UNIL, pendant une dizaine d'années, nous avons fait cela. Nous avons fait un bilan carbone, nous avons multiplié les activités sur le campus, nous avons refait un bilan carbone et ça avait pas mal marché, on a un peu amélioré les choses. Mais est-ce que nous avons été à la hauteur ? Est-ce qu'en améliorant notre bilan carbone, nous avons rendu notre université et notre société plus durables? Est-ce que nous avons été assez loin? Est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait? Est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait? En fait, mesdames et messieurs, avouons-le, la plupart du temps, on ne se pose pas cette question. Nous ne mesurons que les progrès et nous ne nous demandons pas si nous sommes à la hauteur des enjeux. Nous sommes un peu comme des montagnards qui marchent vers un sommet qui n'a jamais été cartographié et qui est toujours dans le brouillard. Sans connaître l'altitude du sommet, la pente, les difficultés du chemin, impossible de dire si on est sur le bon chemin et si on a l'équipement nécessaire, impossible de savoir si on va y arriver. A posteriori, on peut toujours constater qu'on a avancé, on peut s'en réjouir, mais si on regarde vers l'avant, on se rend compte qu'on est toujours à l'aveugle. Alors à l'Université de Lausanne, nous avons voulu mesurer la hauteur du sommet, la hauteur de la marche, nous avons voulu connaître notre contribution au dérèglement climatique, au dérèglement de la biosphère, objectivement, scientifiquement, pour avoir la possibilité d'agir en conséquence. Pour répondre à cette question, nous partons du concept que vous voyez ici des limites planétaires et celui des besoins sociaux fondamentaux. Pour représenter cela, on utilise le donut de Kate Raworth, cet économiste britannique qui propose de voir les enjeux sociaux et environnementaux à la manière d'un système où les équilibres ou les déséquilibres entre les différentes dimensions ne sont pas ignorés. Entre le plafond écologique et le plancher social se dessine un espace sûr et juste pour l'humanité. C'est ce qu'on voit ici, le cercle vert. Et nous avons adapté ce cadre conceptuel du donut à l'Université de Lausanne et le résultat est sans appel. Voilà, 14 fois trop d'émissions de gaz à effet de serre, 17 fois trop d'impact sur la biodiversité locale, des dépassements massifs au niveau local, au niveau global. Ce n'est pas une critique, c'est juste une prise de conscience. Et face à ce diagnostic établi le plus scientifiquement, rigoureusement possible, eh bien, une évidence s'est imposée. Il fallait changer de posture. Ne plus se demander ce qu'on peut faire, mais ce qu'on doit faire. Alors ça implique, par exemple,
Eh bien, de repenser la consommation des laboratoires, de revoir notre planification immobilière pour mieux utiliser les espaces, interroger nos besoins avant de chercher des solutions techniques, réduire nos vols en avion de manière assez drastique parce que c'est un des éléments d'impact les plus importants, repenser la recherche et la formation académique en fonction des limites planétaires. Alors évidemment, tout ça, c'est bien joli. On doit essayer d'éviter de se limiter au carbone, parce que toute la durabilité, c'est aussi s'occuper de biodiversité, d'eau, d'azote, de qualité de l'air, et bien sûr du respect des besoins fondamentaux en termes économiques et sociaux. Mais tout ça, comment le faire en embarquant une communauté entière constitué de 17 000 étudiants et environ 5 000 collaborateurs. Il fallait que le constat soit partagé et que les mesures aient une chance d'être à la hauteur. Et pour cela, nous avons créé l'Assemblée de la Transition. C'est une assemblée citoyenne composée de 60 membres de la communauté qui ont été tirés au sort parmi les étudiants et le staff de l'université, en respectant la parité homme-femme et en respectant aussi la diversité des approches disciplinaires, autrement dit des différentes facultés. La mission, c'était, en prenant connaissance du donut, de proposer des mesures à la hauteur de la marche, à la hauteur des enjeux, et proposer des mesures pour que l'UNIL rentre dans le cercle vert. Alors pendant 9 mois, pendant l'année 2022-2023, les 60 personnes ont travaillé, ont débattu, ont proposé, et le résultat, c'est 28 objectifs et 146 mesures pour entrer dans les limites planétaires d'ici 2050. Ainsi, ce n'est pas une stratégie imposée, mais c'est une stratégie partagée qui était proposée. En 2037, l'UNIL fêtera ses 500 ans. En 2037, l'UNIL veut être sur une trajectoire qui est compatible avec les limites planétaires, elle veut être dans le cercle vert. Avec le donut et le rapport de l'Assemblée de la Transition, nous avons construit notre propre stratégie, nous, la direction de l'université, avec cet horizon comme objectif. Nous avons largement consulté ensuite à l'intérieur de l'institution, on a réévalué un peu nos objectifs, et nous avons lancé en mai 2024 notre stratégie qui s'appelle CAP 2037. Et puis maintenant, nous sommes en train de mettre en œuvre cette stratégie. Les premières décisions sont mises en œuvre, on ne va pas avoir le temps de les expliquer ici. Nous analysons déjà les impacts, on va probablement se tromper parfois, on va recommencer, on va apprendre, et on va expliquer ce que nous aurons obtenu, au fond, comme si on était une université. Nous avons donc mesuré la hauteur de la marche. Vous avez vu qu'elle était vertigineuse, mais maintenant, au moins, nous savons où poser les pieds et nous avons une boussole pour nous guider. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Thank you, Benoît. And l'exemple prochain, c'est Earthworm, qui va nous parler des chaînes de valeur robustes et résilientes. Please give it up for Sabrina Bosson. Cette plaque de chocolat pourrait bien devenir un produit de luxe. Le prix du cacao est en train d'exploser. Il est passé de 3 000 $ en 2023 et a atteint des sommets à la fin 2024, avec un prix à 13 000 $ la tonne. 4 fois le prix. Et pourquoi? C'est la conséquence directe du changement climatique et des conséquences brutales qu'il a sur les territoires qui produisent ces matières premières comme le cacao.
La Côte d'Ivoire produit à elle seule environ 40% de la demande globale de cacao et subit depuis quelques années une forte baisse de sa production. Le pays a subi une déforestation massive depuis les années 60 et a perdu presque 90% de son couvert forestier. 90%. La Côte d'Ivoire, dont le nom même tenait à la présence massive d'éléphants sur son territoire, a aujourd'hui presque plus de forêts et presque plus d'éléphants. Nous, à la Fondation Earthworm, nous travaillons sur la durabilité des sols et des chaînes d'approvisionnement. Et on s'est dit, il y a 7 ans, qu'il fallait absolument agir en Côte d'Ivoire, et notamment essayer de préserver une des dernières forêts restantes du pays, la forêt de Cavally, qui se trouve tout à l'ouest, à la frontière avec le Libéria. En 2018, nous avons visité plusieurs fois cette forêt et avons fait un constat assez alarmant. Elle était aussi clairement menacée, et il fallait qu'on puisse collecter des données précises afin d'éveiller les consciences et pouvoir convaincre les acteurs d'agir. Nous sommes donc allés voir notre partenaire Airbus afin d'obtenir des données satellitaires et pouvoir faire un état des lieux précis de cette forêt. Et le bilan, malheureusement, était assez catastrophique. Près d'un tiers de la forêt était déjà fortement dégradée et il y avait des alertes de déforestation absolument partout. Donc les points rouges que vous voyez sur la carte. Près de 500 hectares de forêt disparaissaient chaque mois, l'équivalent d'environ 700 terrains de football. Il fallait donc agir et vite. Nous sommes donc allés voir quelques grandes marques de produits chocolatiers, mais au début, absolument personne ne voulait financer quoi que ce soit. Nous ne sommes pas liés à ça, nous n'achetons pas de cacao provenant de cette zone. Ah, mais si on sait que nous achetons du cacao qui peut-être vient de cette forêt, on va avoir de gros problèmes, nous disait-on. En fait, c'est le gouvernement ivoirien lui-même qui a mis les premiers fonds sur la table afin de pouvoir obtenir les données satellitaires d'Airbus et pouvoir diriger leurs patrouilles et avoir des interventions beaucoup plus efficaces sur le terrain. Et grâce à cette collaboration avec le gouvernement ivoirien, on a pu commencer à observer une baisse de la tendance de déforestation et avons du coup pu convaincre Nestlé, qui a ensuite embarqué plusieurs de ses fournisseurs afin de contribuer aux interventions sur le terrain. À ce moment-là, on s'est dit, bon, le monitoring et la protection de la forêt, c'est très bien, mais ça ne va pas, à lui seul, empêcher de la déforestation sur le long terme. Il fallait vraiment pouvoir agir sur les causes profondes de cette déforestation, qui est intimement liée à la grande vulnérabilité des petits producteurs, qui ont souvent pas d'autre choix que de produire et de gagner plus en empiétant sur la forêt. Aujourd'hui, c'est plus de 5 entreprises qui collaborent et qui contribuent à l'amélioration de la résilience de ce territoire et de ces communautés locales. Le gouvernement suisse soutient également ce projet et nous avons mis en place un système de gouvernance solide au niveau local dans lequel le gouvernement ivoirien joue un rôle clé. Nous avons toute une équipe qui vit dans la zone et qui travaille au quotidien avec les producteurs de cacao et d'EVA et qui les aide à améliorer la productivité de leurs plantations, à mettre en place des systèmes d'agroforesterie et à diversifier leurs sources de revenus. Cette équipe travaille aussi avec des centaines de femmes pour améliorer leur accès au crédit et aux outils financiers pour qu'elles puissent, elles aussi, développer leurs propres activités économiques et contribuer aux revenus des ménages. Nous travaillons également sur plusieurs aspects liés à la protection des enfants. Aujourd'hui, la pression sur cette forêt a drastiquement diminué et nous observons une courbe de déforestation à la baisse de façon constante, proche de zéro. Nous avons aussi mesuré une régénération naturelle de la forêt de 7000 hectares
en plus de 2500 hectares de reboisement effectués à travers le projet. La forêt de Cavalier est en cours de régénération et les communautés locales sont en voie d'améliorer leur résilience économique et sociale. Nous, à la Fondation Earthform, nous considérons que notre rôle est de déclencher des réactions en chaîne et d'aider à la recherche de solutions pragmatiques et transformatives. À travers cet exemple, nous voyons que quand nous mobilisons bien les forces, nous pouvons vraiment changer les choses. Donc maintenant, vous savez ce qu'il y a derrière cette plaque de chocolat. En effet, il y a de la déforestation, de l'exploitation, des communautés qui souffrent. Mais il y a aussi beaucoup d'efforts faits pour améliorer les choses. Il y a des forêts en cours de régénération et il y a des producteurs qui ont l'espoir d'un avenir meilleur. Alors je vous demande une chose, demandez-vous quelle est l'histoire derrière chaque bien que vous consommez, questionnez ce qui est mis en place et participez comme vous le pouvez à l'effort collectif pour avoir un impact positif sur la nature et les communautés locales. Merci. Merci beaucoup. Je croyais que le chocolat resterait ici, mais on n'a pas de chance. OK. Le prochain exemple vient d'une multinationale que je pense tout le monde connaît. C'est un bel exemple de l'entrepreneuriat présenté par Adine Etme. Elle travaille pour Decathlon. Bienvenue en scène. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette incroyable chance de vous faire vivre et de vous faire voyager dans l'univers sportif et surtout de l'innovation de Decathlon. Il n'y a pas longtemps, nous avons redéfini notre nouveau purpose, mission, notre raison d'être qui est aujourd'hui partagée par 5000 collaborateurs autour du globe, dans plus de 50 pays. C'est Move People Through the Wonders of Sport. Faire bouger l'humanité grâce à la magie du sport. Et cette magie, on la retrouve partout. Ça pourrait être une émotion une fois on a atteint le sommet de montagne. Ça pourrait être la joie quand on a partagé un match ensemble, ou bien juste le bien-être lors d'une promenade dans la nature. Les premiers coups de pédale qu'on va donner, on va ressentir cette liberté. Nous avons tous à un moment vécu cette magie du sport. Et nous, chez Decathlon, pour rendre ça concrète, nous suivons nous sommes engagés dans notre promesse. C'est rendre le plaisir et les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre et d'une façon durable. Le sport, c'est une expérience universelle. Elle nous rassemble, elle nous rend meilleurs, elle nous procure du plaisir. C'est un langage universel qui aujourd'hui traverse les continents, qui traverse les générations, qui a une langue commune. Et chez Decathlon, cette innovation, cette volonté de rendre le sport accessible, elle va dans toutes les échelles. La première étape qui a eu cruciale pour Decathlon, c'est quand on est passé d'un modèle de retail, il y a plus de 40 ans, à un concepteur. Et ce n'est pas juste un mot, c'est vraiment un moteur aujourd'hui qui anime tous nos collaborateurs. Plus de 1400 ingénieurs, dans plus de 300 designers, dans 18 centres de conception qui sont au quotidien au plus proche de nos utilisateurs qui sont eux-mêmes passionnés sportifs pour vraiment créer des solutions, des produits les plus innovants possibles pour nos passionnés sportifs utilisateurs. C'est aussi notre centre de recherche sur le corps humain où il y a plus de 40 experts, chercheurs dans différents domaines. Il y en a aussi des liens avec EPFL notamment, dans les différents domaines biomécaniques, les sciences de mouvement, sciences affectives, thermophysiologie, qui vont travailler, étudier le corps sous toutes ses coutures, dans son interaction avec l'environnement, son interaction avec le produit, pour rendre les produits plus innovants, mais aussi plus sécures, pour les clients, pour les utilisateurs et pour vraiment préserver la santé des utilisateurs, pour les rendre aussi plus performants. Ceci nous permet d'avoir aujourd'hui plus de 40 brevets annuellement et autour de 700 brevets dans nos actifs.
Quelques exemples phares, évidemment, de ces innovations, c'est la fameuse tente de seconde. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont ça chez eux. La tente qui a déjà 20 ans, qui a fêté 20 ans cette année. Et le concept de départ, c'était toujours l'observation d'utilisateur qui un jour a dit au chef de produit « Je veux une tente qui s'ouvre comme un parapluie ». Et ce geste, il était vraiment mémorisé par le chef de produit. Il était retranscrit dans tous les cahiers de charges d'usage, tous les cahiers de charges techniques, qui étaient ensuite enrichis par d'autres qualités de conception, mais ce geste, il est resté. Et c'est comme ça qu'on a fait naître la tente de seconde, qui a facilité et révolutionné ce sport. Le deuxième exemple, c'est le masque Easy Breathe, qui aujourd'hui permet en toute simplicité, en enlevant toutes les contraintes de snorkeling avec un tuba et le masque, en toute sécurité, pour tout âge, d'un enfant à un adulte, pouvoir découvrir les merveilles du monde sous-marin. Et également, un de nos engagements, c'est aussi de devenir la marque de sport la plus circulaire et à faible impact au monde, en donnant à nos clients des produits, des solutions les plus éco-designées et circulaires. Un des exemples, c'est Ulex. Récemment, dans la conception de produits, nous sommes sortis au maximum d'utilisation de néoprène pour le composant qui s'appelle qui 100% organique, Ulex, et qu'on retrouve aujourd'hui dans nos produits. On est aussi dans le monde qui bouge beaucoup, c'est un monde digital, de plus en plus. Aujourd'hui, nos clients utilisateurs n'attendent pas seulement des produits, de l'équipement, mais également ils veulent vivre des expériences sportives. Et nous, aujourd'hui, on essaie d'aller au-delà aussi de produits et de créer vraiment cette possibilité de vivre l'expérience, avec beaucoup aussi du digital qui est utilisé dans les produits. Ça pourrait être comme exemple Decathlon Coach, les solutions de coaching en ligne, Decathlon Outdoor, les solutions de randonnée, de coaching randonnée, travel, des voyages sportifs, mais également de plus en plus des produits connectés. En ce qui concerne la Suisse, ici, la couleur de Decathlon, elle prend vraiment toute sa splendeur également. Avec presque 48 magasins d'ici la fin de l'année et 1000 collaborateurs, nous vivons aujourd'hui, nous nous enrichissons de la culture locale. Decathlon en Suisse, tout comme dans d'autres pays, ce n'est pas un modèle importé, c'est un modèle ancré dans la culture locale et dans le contexte, l'environnement du pays. Les services circulaires aujourd'hui sont placés en axe numéro 1 de notre stratégie de développement dans le pays. Ils se retrouvent surtout beaucoup dans trois axes majeurs qui sont la réparation, la reprise seconde main et la location. Et il y a plein d'autres exemples également qu'on travaille. Il y a beaucoup de partenariats aujourd'hui locaux qu'on a ici sur le territoire suisse. Beaucoup d'événements sportifs, par exemple, qu'on va organiser avec les partenaires. Récemment, le Sportfest qui était sur le parvis de Asarena, mais dans d'autres sites de la Suisse romande, en permettant à la population, aux enfants, de s'initier à des différentes pratiques sportives, évidemment gratuitement et tout à fait accessibles à tout le monde. Des social runs qui sont organisés un petit peu partout en Suisse, c'est quelques exemples là, et aussi les partenariats comme Equip, la location ou la mise à disposition des produits sportifs que vous allez trouver un peu dans les villes suisses. Et pour juste finir et donner l'exemple, l'image un peu plus complète, il y a aussi la Fondation Decathlon. La Fondation, elle a fêté aussi ses 20 ans cette année. Ça fait plus de 1000 projets dans plus de 50 pays. Et nous avons commencé aussi à déployer, de faire vivre les projets de la Fondation sur le sol suisse. Avec le premier exemple que je vais citer, c'est le projet qu'on appelle Joue la Diff. C'est un projet autour de Neuchâtel qui permet aux enfants handicapés de s'initier et de pouvoir pratiquer le sport. Le texte et le sujet était « From Purpose to Sport Experience », de la mission aux expériences. C'est ce qui aujourd'hui nous anime, ce qui est aujourd'hui notre raison d'être et ce qui est aujourd'hui surtout notre passion chez Decathlon. Merci beaucoup.
Thank you, Adina. So the next example comes from the Swiss-German part of Switzerland, a company called Nikin that made some noise around circularity. Please give it up for Nicolas Henny. Hello, everyone. The T-shirt you're seeing here is, or might be, the future of circular fashion. If you buy this T-shirt and you give it back after several years, we do not only make a new T-shirt out of it, we also give you back money. But if that's really true, I want to tell you in the end of the presentation. But first, I will tell you what is amazing about it, and then I'll tell you what maybe did not work so well with it. But first, to me, I'm Nicolas Henny. I'm one of the two founders of Nikin. I founded Nikin in 2016 with my friend Robin. We were both scouts, always outside in nature. And when we started something, we just wanted to give something back to nature. So as many companies, also we started tree planting then. And we started with 5,000 francs and managed to transform that into 2.5 million Swiss francs for like tree planting donations. But obviously, it's also about sustainable fashion, it's about European production, and it's about building a community, because we believe there we have the biggest impact. So up until today, we have 300,000 followers and 4,000 co-owners. So from every canton of Switzerland, at least one person co-owns Nikin. Plus, we organize several events each year around like circularity, around information, around tree planting. We clean up cities. We also do like secondhand markets and so on. But like one thing we realized a few years ago is that if you really want to have an impact, we need to become 100% circular. So now we want to become 100% circular by 2030. And this is not the first, but one of our like most recent and most prominent examples. So, like I said, I'm going to talk about what is all great about it, what is amazing, but I also want to be then afterwards honest and say what is maybe not that amazing yet. So this T-shirt itself is made by Nanea. Nanea is a material that has been invented by the company OceanSafe. They're from Bern. And this material itself is that amazing that you can take this T-shirt, you can throw it into the ocean, and within 100 days it biodegrades over 93% into water, biomass, and carbon dioxide. It is also for those of you who know the Cradle to Cradle certification, it's the only synthetic fiber in the world with a gold certification. And also you could call this probably the healthiest kind of textile material in the whole world, because it's the only material in the world that has in material health a platinum level in the Cradle to Cradle certification. So this T-shirt itself is actually healthier or has less, let's say, harmful substances in it than, let's say, like cheese slices that you buy at Coop or Migros in plastic, and it also has less harmful substances in it than, for example, an Aperol Spritz, which I think is a bit more obvious, obviously. But the cheese example always makes me thinking, actually. But what I think is most amazing about it is that in comparison to other textile materials, you can actually almost endlessly recycle it. So you can recycle it again and again and again, and all of that without losing quality or without almost any material health. But now, like, this is not our first Cradle to Cradle certified product that we made. We already had one 2 or 3 years ago, and we offered that people give it back, or you need to offer that basically, and it was with just like free shipping, pay for the shipping. But although we sold a few thousand pieces of that at that point, we got back maybe, I don't know, like 5 pieces. So we realized for this to actually work and to actually get back the T-shirts, we needed to have a little bit better incentivation. So we did the whole certification, we built up the supply chain, which was a pain in the neck, and we thought that instead of just making a regular take-back system where you get some, I don't know, discount codes to buy another product, we needed to incentivize people more. So we decided to make something called circular cashback, where, for example, if you buy this T-shirt that costs 80 Swiss francs, and tomorrow you, let's say, destroy it, I don't know, going hiking or whatever, you can already give it back and already for that get 10 francs back. Now, we wanted there to change the mindset of people a little bit that the material has a value, because that up until today is something that people are, or I think private consumers are not understanding yet. Now, it doesn't stay at this 10 francs. We give more money back the longer that you wear it. So if you wear it for like 5 years, you get 20 francs back. And the reason for that is that we also want to positively incentivize people to take care of the product and to use it for long. And if there's something small that is not so good, to maybe like fix it or just take care well of it. So yeah, this we call circular cashback, and we also have other products. For example, we have a hoodie. There you get more money back, but it's always around 20 or it's 25%. Now,
all of this maybe sounds great, but we did realize that I guess the world and also the private consumers are not ready yet for, or not willing to pay also for such products. Also, if you look at politics, for example, the European Union with their EU Green Deal, I think recently rather pulled a little bit back from it, which is a little bit sad. And also, the private consumer of today has a little bit of other worries than sustainability. Also, if you look on Google, for those of you who know Google Trends, if you look at how many people search for sustainability, or in German the word nachhaltig, you unfortunately see that it's kind of like declining over the last 2-3 years. So about this t-shirt, we believed in it. We have never gotten that much PR. We were in the biggest like Swiss daily newspaper, 20 Minutes. We were in the biggest Swiss Sunday newspaper, Sonntagszeitung. We ordered several thousand pieces of it. But in the first months, we only sold a few hundred pieces. Now I know it's too expensive and people don't get that it's 60 francs and only with a cashback, then that you pay in the beginning it's 80 francs. People also say the design is too basic, which we also do actually normally. And I also believe that the Circle cashback model in the end was maybe too complex for people. And one thing that we didn't think would happen is, but the whole accounting and VAT setup around this Circle cashback was actually also a huge pain that we could set it up. So if you go on our website and check how it's written there, we always write Circle cashbacks in these like, what do you call it, almost like brackets. And yeah, that's a bit of an issue. And also we've launched it 1 year ago, and so far we didn't get back a single t-shirt yet. Now, I hope so that this doesn't happen because of quality, because the quality is good, but for sure, and by now we sold maybe 1,000 pieces, someone destroyed it or so, and so we still realized that I guess the whole kind of like Circle taking it back didn't completely work out yet. And yeah, now we're asking ourselves, like, is this t-shirt really the future? Is this really like where it's going to be? And I don't believe it's this thing yet. It's still a synthetic fiber. The whole model around it is too complex. We didn't have that much success. But I believe if small companies like us make something like that, get relevant PR and so on, that maybe bigger companies such as Inditex or H&M and so on, hopefully get inspired to also do stuff in this direction. Or Decathlon, who's doing actually an amazing job in many things already. So yeah, we didn't figure out yet what the future is, but we will keep trying out these different models because we believe like by trying out and doing more and more and more, we will find one day one thing that is really scalable that also consumers will get. But yeah, until then, we try our best. That's it. That was actually a terrible sentence to the end, but I hope you still like, like the presentation. If you found this interesting, please follow us on social media, and also me personally on LinkedIn. I post there every day, and I hope that you will see more Circle news about us in the future. Thank you for listening. Thank you, Nicolas. I also take away the second last sentence, which was about we keep trying. I guess what all entrepreneurs and innovators do every day. So we come to the last example. Because we have to take every SME on the transition, we have B-Lab actually helping many of them to make a transition to becoming a company that contributes to sustainability. So I'm very happy to leave the floor to Stefanie Tauber. Hi everyone, so my name is Stephanie. I'm the Deputy CEO at the B-Lab Switzerland Foundation. By a quick show of hands, I'm curious to see who of you knows a B Corp or has heard about B Corps? Oh wow. So on this note, the B-Lab Switzerland Foundation is responsible for the certifications, but we do much, much more than just certifying companies. As we like to say, we are really creating this ecosystem of businesses that see their legitimacy of existence really by creating this positive impact for people and planet. And what I want to do with this quick presentation today is really to bring it home. To bring it home to Switzerland, to bring it home to the lion's share of the Swiss economic landscapes, so SMEs. And so with the B-Lab Foundation, we
are working with literally hundreds of different SMEs in Switzerland. So when talking to these SMEs and engaging with them, we often hear the multitudes of the challenges on this macroeconomic context. So from supply chain disruptions, from the inflationary pressures, to then simply also the geopolitical instabilities that they're experiencing. And on the other hand, they also have the pressures of the increased expectations from customers, investors, but their own employees with regards to taking responsibilities on the impacts either on the social but as well on the environmental side. Right? And all of this puts small SMEs even more acutely under pressures. They don't have the same financial buffers, they don't have the same compliance teams, and they simply don't have the same, let's say, size like large enterprises to actually have a lever on the market. Right? So we can call them myths that prevent SMEs to take action for sustainability. Personally, I like to call them more excuses. So what are the excuses that we see? That to take action towards sustainability for SMEs just requires a lot of resources and know-how that they apparently don't have. That it's only relevant for large organizations because of the investors' pressures, or that it's just simply way too expensive, time-consuming, and there is no increased profits to gain out of this. So I want to introduce you one of our ecosystem members, an SME headquartered in the Romandie, La Chaux-de-Fonds, that has proven that you can, and even more so, engaging in action towards sustainability can be a catalyst for innovation, resilience, and an increased market share. Before going into how they did it, let's look actually into the challenges that they were facing. So, as the gold bar tells us, yes, it's within the gold industry. So, looking at the challenges, we unfortunately still have lots of child labor, lots of forced labor. There are literally, unfortunately, very, very common, these hazardous working environments. And to top all of this off, of course, the environmental contamination from mercury whilst extracting and processing gold, and additionally, yes, the energy. So extracting and processing gold requires a lot of energy. There is still a wide use of explosives and diesel. And maybe someone has already spotted it, as the gold bar gave it away. The case is PX Pressinox SA. So, how have they done it? They have shown that as an SME, you do not have to have large sustainability teams, and it doesn't require large budgets, but oftentimes you already have lots of resources inside your company. And in their case, they also partnered, one, with our Swiss Triple Impact program by B-Lab, and really happy to actually have had Sabrina before us, also the Earthworm Foundation, because it shows you don't have to do this all by yourself. You can build it on already existing partnerships for SMEs. They've showed the clear business case for taking action towards sustainability. And how have they done it? Well, there is an increased market demand for traceable and ethically sourced gold that then translates into higher prices that they actually can fetch in the market. Right. And now I quickly want to go into the 4 steps of how they've done it, but also really share this with you, how you can do this, either in your capacity within your own organization or maybe in a consulting capacity. So number 1, as said, you have to have a solid business case. So here, the growing market demand for ethically sourced and traceable gold is increasing. This translates to what? A competitive advantage
to really access to new customers, but also for an increased stakeholder management, not only towards your investors, but also your customers and your own employees. And this then translates into increased product prices and profit. Now, once you've done this, you need to get into the details. Look at your material topics. What is relevant for your business case? And on these material topics, you then set, as PX Prexinox did it, your ambitious targets, such as by 2028 to source already 20 tons of mercury-free gold through these artisanal and small gold mines, as well as to have their science-based targets goals validated by the initiative. Let's look into how they then implemented it. So the strategy for implementation in their case was to really collaborate with the mining communities for Ort, well, locally. What it means is really to equip them with training, with resources and the infrastructure there. And through the PX Impact Fund, also to actually share the profits through collaborating with the community associations for training and for health and yes. And lastly, the traceability aspect, where they enabled their customers to be able and really trace back the source of the gold being mined. Lastly, the certification. So think of reporting for audit, because that is what undermines your ambitions, because you make it actually transparent. So we will share with you this last slide. Why so? Because it really, really sums up the 4 steps for an SME to take action towards sustainability and get started with this transformation for well-being. And what I do want to highlight here is that these are all resources that we from the B-Lab Foundation give out open source. You have plenty of such examples detailing exactly how they did it to really move into this multiplier, let's say, ability and really activate, as said, the lion's share of the Swiss economic landscapes, so SMEs. On this note, and since I'm already over with my time, it was a pleasure. I'll be here later, so happy to connect and to discuss. Thank you very much. Thank you, Stephanie. And I invite you to give it up once more for the 5 presentations that we've seen before we wrap up the day. Thank you very much to the speakers.